Salut les devins, c'est Seikyu, on se retrouve pour les tout nouveaux spoilers entre guillemets, ce sont des révélations officielles du site de Dragon Ball, tout est en description bien sûr. Les 7 premières pages, version ébauche de la part de Toyotarou, qui font énormément parler d'elle, à juste titre. Enfin on se sent revivre en tant que fan de Dragon Ball lorsque l'on lit ce chapitre, en tout cas ce petit aperçu de début de chapitre 87, on a l'impression qu'il nous promet plus de choses que tout ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Et au final, ces pages ne montrent pas grand chose, si ce n'est sa toute dernière qui nous tisse quelque chose d'assez énorme, on l'espère. Surtout qu'il y a quelques jours, je vous présentais une interview dans laquelle Toyotarou en personne disait qu'il restait une grosse, à minima, surprise à venir pour terminer l'arc Granola. Comme quoi, tout ne nous avait pas encore été révélé. Alors justement, il semble que l'on commence à effleurer cela, étant donné que le titre de ce chapitre est « Le plus grand guerrier de l'univers est révélé ». Alors là, je pense que c'est très parlant. Le poisson oracle qui ne reconnaissait pas Gas, c'était pour une bonne raison. Ce n'était pas parce que Gas n'était pas encore sous sa forme vieillie ou autre, c'est parce que ce n'était pas Gas, le personnage, le guerrier le plus puissant, qui va déséquilibrer les forces de l'univers 7. Ce personnage-là n'est pas encore arrivé, et il devrait intervenir dans ce 87e chapitre. Alors grâce à Herms98 et dbs-france.fr, on apprend que la bataille est terminée. Goku note que leur entraînement n'était pas suffisant. Vegeta dit qu'il ne veut plus gagner comme ça. Il perfectionnera ses techniques et prouvera qu'il est meilleur que Goku. Pendant ce temps, Granola souffre des séquelles de la technique qu'il a utilisée. Normalement, cette technique coûte la vie à son utilisateur, donc Granola pense qu'il a probablement encore plus raccourci sa durée de vie désormais. Son Goku est confus et demande pourquoi Granola parle de son espérance de vie. Le Céralien explique qu'il est devenu le plus puissant de l'univers à condition que sa vie ne soit raccourcie qu'à 3 ans. Goku est stupéfait vis-à-vis de cela, il n'arrive pas à croire qu'il aurait fait quelque chose d'aussi fou et poussé, tandis que Vegeta demande si Gas a fait quelque chose de similaire pour obtenir un pouvoir qui lui également est équivalent, voire même meilleur que celui de Granola. Granola pense que c'est le cas, mais il ne sait pas à quel point la vie de Gas a été raccourcie. C'est alors que le Namek Monaito intervient et guérit tout le monde à l'aide de ses nouveaux pouvoirs qui sont améliorés. Ce n'est pas très développé, mais il va faire comprendre Monaito que s'il arrive à guérir plus facilement plus de personnages et à les guérir complètement, c'est parce qu'à cause des événements de cet arc en cours, il s'y exerce par la force des choses de plus en plus, ce qui en quelque sorte le remet dans le bain, le stimule et lui permet d'utiliser encore plus ses pouvoirs. Vis-à-vis de cette évolution, l'histoire est consciente d'elle-même étant donné qu'il est dit que ça aurait été mieux si Monaito avait pu les utiliser plus tôt, ces fameux pouvoirs. Monaito va être au centre de ce début de chapitre-là, mais d'une autre manière, étant donné que Elec s'en veut de voir ses propres plans être déjoués. C'est de sa faute si son plan est bancal et s'il a fait confiance au Dragon Ball de céréales. Elec ordonne alors l'ouverture de l'écoutille de son vaisseau et se prépare à fuir. Tout seul, réellement seul, sans Maki, ni Oil et encore moins Gas. Goku lui demande s'il envisage de laisser justement son petit frère ici, mais Elec répond que Gas va mourir ou est déjà mort de toute façon. Au moment même où il prononce ces mots, un mystérieux rayon de ki transperce Monaito, qui est suivi par d'autres. Alors mes très chers devins, on va revenir en long, en large et en travers sur cette dernière page. 2-3 petites choses à remarquer brièvement par rapport aux 6 pages qui la précèdent et qui ne concernent bien sûr que ces pages-là. Comme chaque mois, je jugerai sur pièce lorsque le chapitre sera sorti. Et comme vous l'aviez constaté dans ma review du chapitre précédent, du 86, même si j'avais beaucoup de craintes de début de déception, j'attendais même de voir le suivant, c'est-à-dire celui-ci, le 87, pour me forger un avis complet. Et premier constat des choses, c'est que mes craintes commencent un petit peu à être rassurées, étant donné que l'arc ne semble pas se terminer sur un Gas est vaincu. Il n'y a eu aucune originalité dans la manière de le vaincre, que ce soit du côté de l'attaque de Granola, de l'intervention de Vegeta anecdotique, de Goku qui a réutilisé de toutes les mêmes astuces et pouvoirs qu'il avait déjà utilisé dans l'arc précédent Moro. Il y avait une forte sensation de flemmardise et d'inachevé dans le précédent chapitre qui aurait pu se confirmer si le 87 entérinait l'arc ainsi, mais qui semble désormais prendre une toute autre direction, réouvrir les interrogations, l'attention, le suspense vers autre chose, et c'est clairement ce qu'il fallait faire. L'arc Granola a ses défauts, certains ne changeront probablement pas même si sa fin est merveilleuse, mais en tout cas ce qui est passé est passé. Il reste malgré tout toujours beaucoup de marge pour faire mieux dans le présent et encore plus dans le futur. Et c'est le signal que tente de nous envoyer ce chapitre 87. On verra bien si cela prendra forme ou non. Autre constat que j'apprécie, le fait que Goku note que leur entraînement n'était pas suffisant, donc les propos de oui, soyez meilleurs que vous-même, de la veille, etc. pour pouvoir battre celui qui sera plus fort que vous aujourd'hui ou demain, n'a pas été mis totalement à propos et à service. Aussi bien Goku que Vegeta sont donc sur une forme de défaite à ce point-là de l'arc. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça met enfin en avant une forme de remise en question des personnages
Est-ce qu'elle aura un impact à la fin de cet arc-là, au début du prochain? Allez savoir. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt une bonne note d'intention qui aurait déjà mérité d'apparaître au préalable dans Dragon Ball Super. Mais là, cette saveur de la défaite et le fait que Goku et Vegeta ont été pas totalement utiles ressort et je trouve que c'est plutôt pertinent. Le fait de reparler d'espérance de vie me paraît un petit peu anecdotique par rapport à Granola, ses fameux 3 ans, etc. Mais ça pourrait débloquer 2-3 petites choses, surtout que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Goku l'a entendu. Il pourrait invoquer un dragon, par exemple Shenron, et demander à ce que le vœu de Torombo soit défait, en l'échange de quoi Granola retrouverait de son espérance de vie, peut-être au prorata de ce qu'il a utilisé comme puissance qui ne reviendra pas en matière de vie, mais peut-être qu'une bonne centaine d'années lui sera réattribuée sur les 147 qu'il vient de perdre. Également, et c'est dit de manière explicite, ça fait écho à Gas, on ne sait pas à quel point la vie de Gas a été raccourcie. Déjà, j'ai envie de dire, on ne sait pas si cela a été échangé. Qu'est-ce que Elec a bien pu négocier avec Torombo? Est-ce de l'espérance de vie? Si oui, était-ce de l'espérance de vie de Gas? Et si oui, combien? Beaucoup de mystères ici, on ne sait pas jusqu'où la race des Eaters et donc Gas peuvent vivre, quelle est leur espérance de vie. Est-ce qu'ils vivent très longtemps comme Hit? Est-ce que c'est moyennement long comme Granola? Ou est-ce que c'est raisonnable comme les Saiyans et les Terriens? On ne sait pas. En tout cas, si ces questions trouvaient des réponses, ça pourrait apporter un petit peu de piment. Ensuite vient bien sûr le cas de Monaito. Alors je trouve que c'est très facile de nous sortir le Monaito qui, à force d'utiliser ses pouvoirs, peut les utiliser encore plus. Bientôt Monaito le plus puissant de l'univers. Enfin bon, blague à part, ça semble être une grosse facilité scénaristique. Surtout que là, bon, ça reste des pages brouillons, on a un petit peu du mal à voir, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a réussi à soigner Granola, Goku, Vegeta, ça veut dire qu'ils sont rétablis. Comme par hasard, il y a eu cette facilité scénaristique pour remettre d'aplomb les 3 guerriers les plus puissants en présence, et juste après, il se prend un rayon, peut-être qu'il va même mourir, ce fameux Monaito, ce qui d'ailleurs ramène à l'une de mes toutes premières vidéos sur cet arc Granola. Dès les débuts, j'alertais sur ce dragon de Torombo, sur Monaito, en vous disant qu'il faudrait réduire ses pouvoirs, détruire les Dragon Ball qui vont avec, tuer Monaito dans le scénario. Eh bien, plusieurs mois après, cela se confirme et apparemment, c'est la case tuer Monaito qui est mise en avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas, on est dans Dragon Ball, on peut faire revivre des personnages, mais pour le moment, en tout cas, on est en train de trouver une voie d'éviction de ce dragon de fou Torombo qui exauce des vœux avec des contreparties, mais des vœux quand même peut-être trop développés pour le scénario, et c'est peut-être le meilleur moyen de le mettre de côté pour que peut-être en plus derrière, Granola soit complètement seul, il n'a plus celui qu'il considère comme son grand-père, et n'aura alors plus rien à perdre dans le scénario. Je vous parlais à l'instant d'un Goku qui pourrait aider Granola à récupérer son espérance de vie, etc. Mais à ce stade-là, Granola s'en fout de vivre. Les siens, sa mère, son père, etc. ne sont plus. Ses semblables ne sont plus. Sur sa planète, il n'y a que des runes et des Shugariens qui font du commerce. Les Eaters qui tentent de l'exploiter. Freezer qui est une pure vermine. Il n'y a plus personne avec qui tisser un lien d'amitié. Et il n'a plus personne non plus contre qui prendre sa vengeance. Il l'a dit dans le chapitre dernier, ça faisait partie de l'évolution de son écriture. À partir du moment où un personnage n'a plus rien à faire, que ça soit du côté bienfaisant ou malfaisant, je considère personnellement qu'il n'a plus rien à perdre et que le sacrifice de Granola est aussi envisageable. Et bon, je ne vais pas alourdir la vidéo trop ici, mais même celui de Gas pourrait l'être dans d'autres circonstances. Enfin bon, pour ne pas trop déborder et recadrer un petit peu le propos, on a donc ce sujet autour de Elec, alors pourquoi pas, j'aurais préféré voir Elec un petit peu plus mastermind, qui a toujours un coup d'avance, qui aurait peut-être prévu ce genre de situation-là, cette défaite de Gas. Apparemment, il avait misé tout, absolument tout là-dessus. On peut le comprendre, c'est son frère, il est puissant de base, il a reçu un vœu, mais bon. En tout cas, pour le moment, pas de traces du plan secondaire de Elec, mais c'est peut-être pour ça qu'il a appelé le vaisseau pour s'enfuir tout seul, pour le mettre à exécution. En tout cas, à partir de là, je pense qu'on peut mettre de côté ce lien fort et puissant qui unit la fratrie des Eaters. Maintenant que Elec a voulu abandonner les 3 autres, Maki, Oil et Gas, je pense que ces 3-là pourront fonctionner en trio, qu'ils resteront soudés, mais je pense que leur manière d'obéir un petit peu au doigt et à l'œil à Elec, ça c'est terminé, et peut-être même vont-ils être obligés de se débarrasser de leur frère, qui est trop toxique pour eux. Là où je trouve que ce début de chapitre paraît finement construit, c'est également le fait que pas mal d'indices nous sont glissés, comme notamment le fait que Elec insiste sur le fait que Gas est probablement déjà mort ou va mourir sous peu, sous-entendu qu'on ne doit pas s'attendre à le voir se relever dans le scénario. Et justement, j'en viens alors à celui qui est en train de tirer, voire de tuer Monaito, de le transpercer en tout cas, avec ce fameux rayon. Déjà, on peut constater que de par l'angle de tir, ce n'est pas Elec. Elec est positionné dans les airs, même s'il avait tiré avec un pistolet, ça n'aurait pas fonctionné ainsi. On voit que Goku, Vegeta, Granola sont tous alignés, donc déjà de base, ils n'ont aucune raison de faire ça à Monaito, mais la mise en scène nous prouve que ça ne provient pas d'eux. Maki et Oil, je pense que l'on peut les mettre de côté, ils ne prendraient pas un tel risque. Avec leur faible puissance, ils prendraient plus un risque en s'exposant et en tirant sur Monaito qu'autre chose. Même si je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'ils portent tous un collier, qu'ils peuvent l'enlever et libérer leurs instincts primaires, et dans ce cas-là, on ne donne plus très cher à ceux qui leur font face, mais bon, ça ne me semble pas être d'eux.
Il nous reste alors le cas de Gas qui aurait pu se relever et qui attaquerait directement Monaito car il en a marre de le voir fournir des soins à tout le monde. Il s'en était déjà pris à lui précédemment dans un chapitre. On a vu Gas faire un rayon de ce type-là, ça peut fonctionner, mais étrangement, personne n'a réussi à percevoir son ki. Gas était KO, son ki est tombé au niveau du néant, et puis lorsqu'il reprend conscience et que ses pouvoirs s'amplifient, normalement Goku, Vegeta et autres auraient dû tilter, ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, Gas c'est une petite possibilité, je vous avoue que c'est celle que je ne veux pas voir être mise en avant. Je pense qu'on en a eu assez, on a eu notre compte pour Gas. Je pense que si Gas doit être utilisé, c'est plutôt pour avoir le développement psychologique du personnage, son conflit avec Elec, ce genre de choses. Peut-être même un ralliement à la Z-Team avec Granola. Mais si c'est un énième round encore face à Gas, j'ai du mal à y croire par rapport à ce que je viens d'énoncer, mais aussi par rapport au Poisson Oracle, qui ne l'avait pas reconnu, plus le titre du chapitre qui nous dit « Le plus grand guerrier de l'univers est révélé ». Le mot révélé quand même est très parlant. Si il se révèle dans le chapitre 87, c'est que jusqu'à présent, on ne l'avait jamais vu. Ça veut dire alors que cette personne planifie à peu près tout, a pris la situation en revers, a peut-être même pris le soin de masquer son ki pour ne le libérer qu'au moment où son rayon allait faire mouche et transpercer sa proie. Alors c'est là où ça devient intéressant. Si on sort de ce cadre un petit peu pragmatique et que l'on inclut d'autres personnages un petit peu plus folkloriques que l'on n'a pas vu pour le moment dans cet arc-là, mais qui mériteraient de l'être. J'en ai un au-dessus de toute la liste, c'est forcément Freezer. Alors je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, et ça ne changera pas, j'ai extrêmement mal au cœur de ne pas avoir vu Freezer depuis le tout début de l'arc. Et si celui-ci devait s'amener en toute dernière surprise, faire un rebondissement de fin d'arc, voire même ouvrir sur le prochain arc, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir vu Freezer dans le passé lors de l'invasion de la planète céréale ? Concentrons-nous sur ce qui arrive, sur le futur. Il me semble tout à fait plausible, et c'est même ma piste numéro 1, aussi bien en termes de goût qu'en termes d'analyse, les deux se rejoignent. Avoir Freezer qui intervient là, maintenant, je trouve que ça serait limite parfait pour réapporter ce qu'il manque à cet arc-là et faire en sorte qu'il s'envole de nouveau. Cet arc était devenu vraiment très plat et fade, et rapporter Freezer, même si un énième retour de Freezer, franchement, c'est pas la chose que l'on demande le plus. En tout cas, dans ce contexte-là, ça serait parfait. Il est complètement lié à l'arc. On s'est demandé comment il a fait pour échapper à tous ces assauts des hitters de Granola le machin, qui au final se sont tous tapés entre eux avec les Saiyans, mais jamais sur Freezer. Il est temps, normalement, que ça soit autour de Freezer. Alors le timing serait opportun, mais pas totalement, étant donné qu'il était logique que Freezer ne se mêle pas à tout ça dès le départ, parce que Freezer, avec son niveau de puissance qu'on lui connaît, n'avait pas à se présenter sur une planète sur laquelle tout le monde veut le démonter. Les Saiyans Goku et Vegeta le laissent tranquille, mais bon, s'il bouge le petit doigt de travers, ils vont lui tomber dessus, et ils sont surpuissants, ultra instinct, ultra ego. Granola, l'ancien plus puissant de l'univers, qui a un grief énorme envers Freezer. Gas, qui est devenu encore plus puissant que Granola, fait partie de la fratrie des Hitters, fratrie pour laquelle l'objectif numéro 1 est de renverser Freezer et son empire. Donc s'il venait là, Freezer se faisait mêler. Donc là, il vient au moment où Gas a été mis de côté, les Hitters également. Il se permettra alors de tuer directement le Namek avec une mise en scène très similaire à celle qu'il avait fait sur la planète du même nom. Lorsque Freezer en avait eu marre des soins Namek, on avait vu ce même type de rayon traverser la scène, voir les personnages y réagir un petit peu impuissants, et Freezer voulait s'en prendre directement à Dende, avec bien sûr son indémodable rayon de la mort. Alors c'est un petit peu étrange que sur les cases suivantes, on a l'impression de voir d'autres rayons qui sont en train de frôler Goku, Vegeta et Granola. Je me pose la question parce qu'on est sur une page brouillon, on voit pas très bien. Est-ce que c'est une sorte de mini flashback instantané pour nous faire comprendre que Goku, Vegeta et Granola n'ont pas réussi à voir le rayon qui a touché Monaito arriver? Il est arrivé tellement vite, il les a tellement surpris, ils l'ont vu passer limite après que Monaito soit fait transpercer. Ça peut être un effet de mise en scène, tout comme ça peut être d'autres rayons, mais s'ils ne touchent pas, je trouve ça un petit peu bête quand même, surtout si Freezer vient avec un nouveau power-up. Aucun doute que c'est lié à Freezer. Ce n'est peut-être pas Freezer en personne, même si je pense que oui, mais comme je le disais, le timing n'est pas totalement parfait, parce que s'il fallait que Freezer attaque, il aurait mieux valu qu'il le fasse juste avant que Monaito ne soigne Goku, Vegeta et Granola. Se présenter ici relève d'un énorme risque. Il y a 3 monstres incroyables, Granola avec son vœu accompagné de Hotmeal, le sniper parfait avec une surpuissance démentielle, Vegeta Ultra Ego, Goku Ultra Instinct, s'ils y vont tous à fond, Colosse de Ki, etc., franchement c'est la misère pour Freezer. Donc là, si c'est bel et bien Freezer, ça veut dire qu'il correspond au titre du chapitre, le plus grand guerrier de l'univers est révélé, ce serait lui. Il serait alors tellement en confiance qu'il se permettrait et se donnerait le luxe de faire face à un trio de guerriers les plus puissants de l'univers triés à la volée, en se disant que même s'ils ont été soignés et leur force est rétablie, qu'il pourrait les gérer tous les 3. Ça voudrait dire également que Freezer est conscient de leurs évolutions, qu'il connaît leurs pouvoirs, qu'il était alors peut-être en observation depuis un moment,
ou qui ne s'est renseigné. Et pour se renseigner, il y a pas mal de choses possibles. Freezer peut aller chez Zuno. Chez Zuno, donc, l'omniscient. Les Hitters l'ont fait, Zamasu l'ont fait, d'autres l'ont fait, pourquoi pas Freezer? C'est un fin stratège, s'il obtient des informations de Zuno, ça peut être assez explosif. Et d'ailleurs, pour que le scénario se débarrasse de Zuno, on pourrait avoir un petit plan sur lequel on voit qu'il a été tué par Freezer une fois qu'il avait eu les réponses désirées. D'une pierre deux coups, on se débarrasse de deux facilités scénaristiques, Monaito et Zuno. On a également aussi le cas de 7-3, il ne faut pas l'oublier. 7-3 n'a pas d'informations actualisées, mais au moins il aurait pu montrer comme il a montré au Hitter, avec une sorte de vidéo, ce qui ne s'est passé durant l'arc Moro. Ça donnerait déjà une belle impression à Freezer des nouveaux niveaux de puissance de Goku, de Vegeta, etc. Sachant que ce 7-3 a probablement été laissé sans surveillance par les Hitters, et si Freezer s'est accaparé les pouvoirs de 7-3, peut-être par extension ceux de Merus, ça peut donner du crédit au titre. Le plus grand guerrier de l'univers est révélé. Mais bon, ça manque un petit peu de liant. Comment arrive-t-il à faire cela? Comment peut-il extraire ce genre de pouvoir-là? Comment peut-il obtenir ce genre d'informations-là? Alors je sais que les trames scénaristiques sont plus ou moins séparées, mais malgré tout, parlons-en. Durant l'animé tournoi du pouvoir Dragon Ball Super, Freezer a pris conscience de trois choses. Premièrement, la surpuissance de l'ordre divin, et on se rappelle à plusieurs reprises qu'il disait vouloir le renverser. Les Zeno, Daishinkan, les anges, les Akaishin, il avait envie de les balayer d'un revers de la main. On se rappelle que le dragon Torombo disait à Granola qu'il ne peut pas le rendre plus puissant qu'un dieu. Peut-être que Freezer a trouvé la formule pour cela, ce qui ferait de lui un personnage qui déséquilibre totalement l'ordre des puissances de l'univers 7, vu qu'il aurait une puissance cette fois-ci supra-divine. Durant l'anime DBS, on se rappelle aussi que Freezer laissait traîner ses oreilles parmi les dieux et qu'il avait entendu et été très intéressé par les évolutions de Goku en Migate no Gokui, l'Ultra Instinct. Est-ce que c'est une forme de combat qui a pu l'intéresser? En quelques mois d'entraînement, est-ce qu'il a pu le débloquer? Ou un truc similaire? Bon, ça c'est un petit peu chelou, mais pourquoi pas? Il y a aussi une similarité entre le tournoi du pouvoir et le film DBS Broly, c'est que Freezer dans les deux y a vu la fusion. La fusion de Kefla, Potara, et la fusion Metamol, Gogeta dans le film DBS Broly. À la fin de Broly, dans un chapitre spécial de l'arc Moro, on sait que Freezer continue son tour de la galaxie de l'univers. À ce compte-là, n'a-t-il pas pu alors tomber sur les Metamol et les forcer à lui apprendre la danse de la fusion? Reste à savoir avec qui pourrait-il fusionner, mais déjà ça donne une bonne piste aussi. Même si bon, tenter la fusion c'est un petit peu risqué étant donné que Vegeta possède la fission spirituelle forcée qui annulerait directement cela. Toujours dans le film Dragon Ball Super Broly, à sa toute fin, Freezer nous dit quelque chose d'assez intéressant. Il mentionne brièvement le fait qu'il aimerait également avoir un allié. Goku et Vegeta sont deux, c'est vrai que Freezer a pu forcer un petit peu l'alliance avec Broly, mais au final c'était Broly tout seul qui se battait, Freezer était resté en retrait. Cette fois-ci, il pensait plutôt à ramener quelqu'un avec lui. J'avais également déjà émis cette idée-là dans une autre vidéo, elle remonte à il y a plusieurs mois ou années. Si réellement Freezer veut se faire un allié parfait, on sait qu'il a du mal à s'allier avec sa propre famille, avec son père, avec ses semblables un petit peu comme Frost et tout ça, eh bien il pourrait demander à un dragon de lui créer un allié artificiel, qui ne le trahira jamais, mais dont la puissance, dont les intentions sont terriblement liées à celles de Freezer et dont il n'aurait pas à craindre de recevoir un rayon de la mort en plein fouet dans le dos. Également, pour obtenir un Freezer qui soit le plus puissant de l'univers, qui déséquilibre l'ordre, etc., il y a bien sûr la case entraînement et on a vu à quel point ça paye dans sa race, mais j'aimerais quand même parler de quelque chose. Alors là, je sais que je vais très loin, mais je pense qu'il faut développer ces sujets. Je vous avais proposé une vidéo en deux parties durant laquelle je vous disais que selon une interview d'Akira Toriyama, la race du roi Cold et par extension donc de Freezer n'existait pas de base et que originellement ils étaient un peuple à forme humanoïde et que pour une raison inconnue, le roi Cold est devenu ce qu'il est, il a subi une forme de mutation pour devenir ainsi et qu'ensuite il a réussi à donner naissance à son fils Freezer. Alors c'est vrai que ça serait drôle d'avoir le fils de Freezer qui entre en scène, qui serait beaucoup plus puissant que son père, ça me rappelle un petit peu Dragon Ball After Future par Young Gigi, avec le personnage de Iz, si je ne déforme pas son nom, mais là où je veux en venir c'est que Freezer aurait pu une fois de plus s'inspirer des Saiyans qui se sont instruits sur leur propre peuple, sur le rituel Saiyan, etc., et lorgner du côté de sa race originelle avant mutation, et voir quel type d'entraînement, de rituel il pourrait y avoir aussi de son côté. Enfin, et pour quasiment clôturer, bien sûr il y a le cas de l'allié. Alors là, on peut penser à peu près tout le monde. Personnellement, si un autre personnage allié ou ressemblant à Freezer devait faire son apparition, pour moi, ça serait une canonisation de couleurs. Également, c'est un thème que j'avais déjà abordé en tout début de cet arc-là. Les Hitters, leur nom, le jeu de mots des Hitters en anglais, fait référence à la chaleur. Couleur fait directement référence au froid. Il y a un an ou plus en arrière, je vous disais que pourquoi pas, Couleur pourrait être alors celui qui embauche les Hitters pour se battre contre Freezer qu'il veut renverser. Cette thèse-là me paraît un petit peu invalide, mais voir
couleurs canonisées via le manga pourrait être quelque chose que Toyotaro et Toriyama pourraient nous pondre. Après tout, les films Dragon Ball Super sont en train de canoniser pas mal de choses. D'une certaine manière, l'anime Dragon Ball Super s'y est mis aussi, alors pourquoi pas le manga? Surtout que vous le savez très bien, le marketing Dragon Ball, même s'il ne market pas directement le manga, même s'il ne market pas directement l'anime ou autre, a toujours un pont de connexion. Vous avez vu que lorsqu'il y avait Bardock à fond dans le manga, on avait Bardock à toutes les sauces, dans Super Dragon Ball Heroes, dans divers jeux et j'en passe. Vous avez vu à quel point le jeu Super Dragon Ball Heroes a mis Cell en avant, à quel point le jeu Dragon Ball The Breakers et sa première bêta ont mis Cell en avant à une période similaire à la promotion du film Dragon Ball Super Super Héros. Et vous savez tous que ce long métrage contient. Alors là, ouvrons les yeux et regardons un petit peu. On vient d'avoir la deuxième bêta du jeu Dragon Ball The Breakers qui a mis comme par hasard en avant Freezer. On vient d'avoir hier, quasiment au même moment que la révélation de ces pages brouillons de DBS 87 là du chapitre, une vidéo promotionnelle pour la suite des événements dans le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle qui d'abord fait l'emphase sur Freezer et qui en deuxième partie fait du teasing sur Cooler. Alors même si les deux ne sont pas directement liés, je pense que indirectement il n'y a pas de fumée sans feu et qu'il y a quand même un pont de connexion pour créer en quelque sorte une forme d'ambiance Dragon Ballesque autour de Freezer pour que les divers produits Dragon Ball se soutiennent entre eux même s'ils ne dépeignent pas forcément la même histoire. C'est sûrement plus facile de vendre du Freezer si le manga le fait, si 2-3 jeux le font, si le nouvel arc le fait pourquoi pas, pour avoir un tout cohérent. Dernière piste, on nous a promis depuis décembre 2021, et je rappelle qu'on est en août, que cet arc arrivait à sa fin, son climax, et qu'il allait alors connaître un terme. Je peux considérer à ce jour qu'on nous a quand même mené en bateau et qu'on nous a menti, étant donné que la fin d'arc n'est pas là. Mais très récemment, on nous a redit officiellement que c'était la fin d'arc très prochainement, donc bon, je vais les écouter d'une oreille et les croire qu'à moitié. Si l'on essaie de se persuader que c'est réellement une fin d'arc en chapitre 87 voire 88, on peut avoir de bons espoirs pour se dire que ce guerrier le plus puissant de l'univers, a priori lié à Freezer, pourrait alors ouvrir sur un nouvel arc. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir autour de Elec qui pourrait créer cela, avec un Elec qui devient surpuissant ou je ne sais quoi, eh bien Freezer pourrait créer la surprise et nous emporter directement vers l'arc suivant, avec une toute nouvelle intrigue qui dépendrait de l'arc Granola, mais qui va avoir son propre développement à la suite. Ce qui serait d'ailleurs assez drôle, étant donné que Mecha Freezer, à l'époque, avait eu ce rôle-là, d'amener vers un autre arc. Il ne nous avait pas emporté lui-même là-dedans, vu qu'il était mort de l'épée de Trunks, mais en tout cas, juste derrière, arrivait tout ce qui était du côté du Dr Gero, C-19, des cyborgs et de Cell. Cette fois-ci, Freezer pourrait revenir en fin d'arc Granola pour nous emporter avec lui durant le tout prochain, et enfin nous apporter le niveau de tension et d'enjeu qui nous était promis. Ce qui d'ailleurs, au final, même si je trouve que l'on a du Freezer à outrance dans Dragon Ball Super, pourrait être pas mal pour redorer son blason. Parce que Freezer est mon méchant préféré non pas de Dragon Ball, mais de toutes les œuvres confondues, sauf que dans Dragon Ball Super, je ne m'y retrouve pas forcément. Je vous l'avais déjà dit, cette transformation à la Team Rocket de Pokémon qui revient incessamment, et l'humour incessant qui vient noyer le personnage ne lui correspondent pas forcément. Attribuer alors ce rôle à Freezer ou à l'un de ses alliés pourrait clairement le remettre en selle, quitte à ce qu'il meure à la fin de l'arc qui arrive, mais qu'il ait au moins un réel moment durant lequel il brille en tant que méchant digne de ce nom dans Dragon Ball Super, le méchant qui, à titre personnel, m'a le plus marqué de tout Dragon Ball, même si pas très loin de lui se trouve Piccolo Daimao. C'était une vidéo d'analyse des premières pages, beaucoup plus longue que d'habitude, mais en tout cas avec un énormissime plaisir, beaucoup plus de plaisir que les précédentes qui avaient l'air très plates, en mode je te mets une droite, je te renvoie une gauche, bon, on en avait marre de tout ça. Cette fois-ci quelque chose nous est promis, j'espère que ça ne va pas retomber comme un soufflet, dites-moi en zone commentaire tout ce que vous en pensez. Merci vraiment pour toute la force, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, à activer aussi la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir et du bien forcément à la chaîne. Merci encore pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.